suis très heureux, nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Parcours riche et atypique, hein, puisque parlementaire européen, ambassadeur pendant 10 ans, vous avez été au Danemark en particulier, vous avez frôlé la mort. On se souvient de l'épisode des caricaturistes. Vous avez connu beaucoup de présidents de la République et de ministres, hein, je crois 6 ministres des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, Françoise Imray, 3 présidents de la République aussi. Et puis, vous avez décidé, c'est un peu la personnalité atypique, Françoise Imray, c'est ça qui nous intéresse dans votre parcours. Vous avez décidé de revenir au barreau, de monter un cabinet et puis quelque part d'apporter le fruit de vos différentes expériences à ceux que vous accompagnez et que vous conseillez. Alors, moi, j'aimerais bien, par rapport alors la thématique, c'est Jean-Pierre qui a trouvé toutes ces thématiques, et je l'en remercie, la dictature du compromis et la plaidoirie. Donc, comme praticien du droit, et puis à la fois comme diplomate, ce conflit, état des lieux, et j'ai envie de dire où on en est, où en est notre société aujourd'hui. Je vais vous laisser, et ensuite je vous retrouverai, le micro est branché, il n'y a plus qu'à parler, je vous retrouverai pour des questions-réponses juste après. Et tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur le ministre, Madame la ministre, que j'avais eu l'occasion de recevoir comme ambassadeur à Copenhague. Et vous tous, c'est pour moi vraiment un grand plaisir, d'autant plus que c'est, je crois, la première fois que je peux participer à un événement comme celui-là, affranchi, sinon des frontières, en tout cas des masques. Et c'est un grand plaisir de se retrouver dans ces conditions-là. Et je voudrais, si vous le permettez, vous partager avec vous 2 ou 3 réflexions que m'inspire ce thème qui, au début, m'a interpellé à plus d'un titre. Et y apporter, comme vous l'avez dit, peut-être des éléments inspirés par les différents aspects de ma vie, comme diplomate et bien sûr comme praticien du droit. Lorsque j'étais ambassadeur, d'abord ambassadeur en charge des droits de l'homme, je définissais souvent ma fonction comme non pas simplement le porteur d'une parole, celui qui devait parler au nom de la France, mais aussi et peut-être d'abord écouter au nom de la France. Nommé ensuite au Danemark, j'ai passé 5 ans à observer ce pays, à l'écouter, à le regarder au nom de la France et à m'interroger sur les déterminants des succès d'un pays qui affiche une performance insolente en termes économiques, mais aussi et peut-être surtout aussi en matière de bien-être, de bonheur. Et évidemment, on se définit beaucoup dans le regard de l'autre, et quand on observe une société, eh bien, on en voit 2. Non pas qu'on a trop bu, mais tout simplement qu'on se voit aussi par contraste. On voit ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et s'agissant du compromis, du dialogue, du vivre ensemble, de tous ces thèmes qui circulent aujourd'hui, la première image, la première carte postale que je voudrais partager avec vous, c'est sur un événement qui m'a énormément frappé et qui pour moi est le signe d'une civilisation extrême et dont j'ai souvent rêvé qu'il puisse un jour être importé chez nous. Et vous verrez tout de suite ce qui nous sépare de cette possibilité. Cet événement vient de se produire, d'ailleurs, il y a 15 jours, à nouveau au Danemark, et se produit tous les ans. Il faut imaginer, vous connaissez chez nous le concept de l'université d'été d'un parti, ou de la fête de l'UMA. Imaginez un événement comme ça. Vous voyez très bien ce que c'est. Nous avons ça chez nous, les universités d'été. Bien. Mais imaginez que c'est sur une île. Bon, disons l'île de Ré. Bon, pourquoi pas. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que sur cette île, une fois par an, pendant une semaine, une île où tout le monde circule à pied et en vélo, c'est l'université de tous les partis, de tous les syndicats, de tous les organismes professionnels, du MEDEF danois, et tout le monde circule, va de débat en débat, de forum en forum, dans une atmosphère bon enfant, stimulante. Ça ne veut pas dire que dans ce pays qui porte la marque du compromis, bien plus que nous ne savons le faire,
Il n'y a pas de vie politique et de vie politique animée. Pour les amateurs de séries, ceux qui parmi vous ont vu la série Borgen savent qu'il y a une vie politique avec son imprévisibilité. Et, chère Madame la Ministre, le rôle des femmes y est particulièrement affirmé. Un pays dont le souverain est une femme, dont la Première ministre est une femme, et qui consacre une pleine égalité des hommes et des femmes depuis plus d'un siècle dans sa Constitution, et surtout dans sa vie quotidienne. Pour les messieurs, il y a, ne soyez pas surpris si au Danemark, vous trouverez des tables à langer dans les toilettes pour hommes. Ce n'est pas pour l'anecdote, c'est qu'effectivement, les hommes, autant que les femmes, s'occupent des enfants. Je ferme cette parenthèse. Mais tout simplement, je la ferme tout en signalant que le compromis entre les hommes et les femmes, il commence au foyer et vous trouverez à la sortie des écoles autant d'hommes que de femmes à la sortie des écoles pour chercher les enfants. Et en participant à cet événement qui s'appelle le Folkemøde, ce qui veut dire la rencontre du peuple, tous les ans, je me disais, mais ce serait tellement formidable que nous puissions faire cela. Et je voyais bien aussi ce qui, dans notre mentalité, dans notre société, dans notre pratique, dans notre culture politique, faisait obstacle à cela. Et je m'interrogeais sur cela. D'abord, qu'est-ce qui a permis cela au Danemark? Où s'enracine cette capacité si civilisée de débattre respectueusement et sans anathème ni violence d'aucune sorte? Je suis absolument convaincu, après 5 ans, avoir regardé cette société dans les yeux, que c'est à l'école que ça s'enracine. Car au Danemark, les objectifs pédagogiques sont clairs. C'est évidemment comme partout dans le monde, à 3 ans, 6 ans, 12 ans, ils sont mesurés, 9 ans, 12 ans, ils sont mesurés tous les 3 ans. Lire, écrire, compter, connaître l'histoire, ça, d'accord, ce n'est pas très original. Mais vous avez également comme objectif pédagogique l'empathie, le courage, la bienveillance. Bien ça, de génération en génération, ça fait un autre peuple, ça fait un autre vivre ensemble, ça fait d'autres entreprises, et ça fait d'autres succès, à la fois dans la performance économique pure, mais également aussi dans les performances en termes de bien-être et de capacité de vivre ensemble et de décider ensemble de son propre destin. C'est vrai au niveau de l'entreprise, c'est vrai au niveau de la famille, et c'est vrai au niveau de l'État. Donc je suis convaincu que l'école est la matrice de cela au Danemark, et inversement, chez nous, l'école est la matrice de beaucoup de frustration, car elle a été construite sur l'idée, l'objectif, peut-être l'illusion de créer une élite républicaine. Et cette élite est à l'image d'une mine de diamants. Pour avoir ça de diamants, vous avez ça de scrap. Donc si vous êtes dans les 5% du haut, il vous faut beaucoup de force intérieure pour résister à la tentation de l'orgueil et de l'arrogance. Et si vous êtes dans les 95% du bas, ce qui statistiquement est le plus probable, il vous faut aussi beaucoup de philosophie pour résister à la tentation de céder à la frustration. Et donc ça rend une société, c'est un des facteurs qui rend notre société inapte, je crois, à cette forme de compromis. J'ajoute qu'à l'école aussi, cette fascination très française pour la radicalité nous rend assez inaptes à ce compromis. Quand je parle de fascination pour la radicalité, je pense en particulier à la façon avec laquelle la Révolution française est enseignée, la glorification de la figure de l'insurgé, dont Gavroche est une illustration. Gavroche est mort, Gavroche attire notre compassion, mais peut-être que si Gavroche avait vécu, il aurait été un assassin. Et nous avons dans notre culture, dans notre littérature, dans notre éducation, dans notre façon de raconter l'histoire, de nous raconter l'histoire aussi, une fascination pour la radicalité qui ne nous aide pas à compromettre. Le résultat, c'est une société, et alors là je passe peut-être de ce que j'observais comme diplomate, et en tout cas diplomate au Danemark, à la pratique quotidienne du droit.
c'est une société, je rentre en France et je fais le constat que nous sommes devenus une société du grief. Je ne devrais pas dire ça, moi je vis du contentieux, mais je me vis du contentieux en le pratiquant et en me désolant souvent de son existence. Parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui défend âprement ses intérêts, bon, c'est normal pour un avocat. C'est parfois difficile, mais après tout, c'est la règle du jeu et tout ça n'est que très normal. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est son intérêt, qui ne comprend pas ce qu'est son intérêt, et c'est souvent le cas, eh bien là, c'est déroutant. On dit souvent, vous parliez tout à l'heure de l'américanisation, on dit souvent que la France est sur une tendance à l'américaine, pensant à l'évolution de la justice. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des avocats partout, sous les tables, sous les lits d'hôpitaux, qui vous donnent leur carte dès que vous avez un problème, en disant il y a peut-être un responsable à vos difficultés. Mercantilisation du droit, laquelle mercantilisation du droit est accélérée par un tout petit facteur, mais je crois aux effets papillons, tout petit facteur qui a un effet considérable sur la société américaine. Vous savez, on cherche toujours, c'est une pente de la pensée, du raisonnement, on cherche toujours les causes profondes. Il y a les causes profondes, oui, il faut les chercher, mais il y a aussi parfois des toutes petites causes qui ont des effets gigantesques. Et souvent, on ne sait pas les voir. Et y compris sur le phénomène woke qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs, dont Pierre-Henri, ouais. Oui, dont l'amplification et la réalité doit beaucoup à la crainte du contentieux dans les universités et ailleurs. Si je ne fais pas ça, je risque d'être poursuivi. Oui, mais pourquoi tout ça? Quelle est cette petite cause? C'est la façon avec laquelle les avocats sont rémunérés aux États-Unis. Je fais cette parenthèse. Aux États-Unis, l'avocat peut être rémunéré exclusivement au success fee, ce qui nous est interdit à nous, au success fee, c'est-à-dire à l'honoraire de résultat. Et à partir du moment où il est rémunéré exclusivement au success fee, il devient non pas le conseil extérieur et indépendant. L'indépendance fait partie du serment de l'avocat français. Il n'est plus indépendant de son client, il en devient l'associé de fait. Et l'associé de quelqu'un qui n'a aucun risque, puisque de toutes les façons, son avocat porte le risque en disant on tente le coup, j'y crois, et vous n'avez rien à perdre, et si nous gagnons, on partage 50-50. Et bien là, ça fait effectivement une société où les contentieux sont nombreux, sont multipliés, mais différence majeure avec la France. Et pourquoi je récuse l'idée que nous sommes sur une pente à l'américaine? C'est que la motivation, c'est la réparation indemnitaire aux États-Unis. Ce que les gens veulent, c'est de l'argent. Monnaie sonnante et trébuchante. C'est faire payer les assureurs, quand il y en a, ou faire payer l'adversaire. Bon. Alors que chez nous, il y a une préférence française qui, pour moi, est un handicap de notre société, un handicap dans l'action publique, un handicap dans l'entreprise, dans le management, une préférence française pour le pénal, qui est non pas une tendance à l'américaine, mais qui est très au-delà de la tendance américaine, et une inaptitude à compromettre. On revient au compromis. Mais une inaptitude à compromettre en matière pénale. Aux États-Unis, ils ont, oui, aussi du pénal. Ils ont, bien sûr, ils sont très sévères sur certains types d'infractions. Ils sont très exigeants sur les dommages-intérêts dans bien d'autres domaines, en matière civile ou commerciale. Mais ils sont ouverts à une négociation, et y compris dans les crimes les plus graves, et y compris avec le parquet. Transiger, en fait. Inimaginable ici. L'objectif, c'est le pénal, c'est-à-dire, pour le dire pour ce qu'il est, la réparation par la souffrance de l'autre. C'est pour moi une régression. C'est grand, c'est géant, c'est la France. Et nous sommes pour moi... On va lui faire payer, au sens... Oui, c'est ça. Et de plus en plus, il ne faut pas être surpris si France rime avec souffrance. Et cette souffrance, et quel contraste pour quelqu'un qui vient du paisible Danemark. Donc ça parlera à Clara Guémard qui va nous rejoindre tout à l'heure. Hein. Oui, en effet, puisqu'elle est franco-danoise, je crois. Donc là, je crois qu'il y a une inaptitude pour nous au compromis. Et d'ailleurs,
le terme même de compromis, il est équivoque dans sa perception en français. Je réfléchis à voix haute et je me dis que, au fond, il n'est pas très valorisant parce que le compromis est très proche de la compromission, alors même que c'est ce que nous pouvons réaliser de plus haut. Je reviens à mon expérience de diplomate, mais cette fois-ci de diplomate en charge des droits de l'homme dans l'action extérieure de la France. Je voyais bien que il y avait un malentendu. Les mots n'ont pas le même sens selon ceux qui les entendent. Quand on dit droits de l'homme, et c'est vrai d'ailleurs aujourd'hui, y compris dans l'entreprise, quand on parle des enjeux de RSE, les gens entendent souvent morale, éthique. D'ailleurs, je n'aime pas du tout ce mot, ni morale ni éthique. Les droits de l'homme, ce n'est pas de la morale. Et je n'emploie le terme d'éthique dans l'entreprise qu'avec beaucoup de guillemets et de pincettes, parce qu'au fond, je crois profondément que les droits fondamentaux, ce n'est pas d'éthique. Les droits de l'homme, ce sont des droits qui existent ou qui n'existent pas, qui sont appliqués ou qui sont violés, des risques, des institutions, des juridictions, éventuellement des victimes, des plaignants, des accusés. Bon, bref, ce sont des choses extrêmement concrètes. Et à partir du moment où ce sont des droits et qu'on n'est pas dans le registre moral, ce ne sont que des compromis. Et parce qu'ils sont des compromis et qu'ils ne sont pas dans le registre moral, ils sont nécessairement imparfaits. Ce sont des compromis politiques, comme ceux que M. le ministre a pu en connaître, comme moi j'en ai connu quand j'étais parlementaire européen. Bien que le Parlement européen soit une démocratie de négociation, et que nous sommes, comme vous l'avez vu, une démocratie de confrontation. Friction. Et de friction et de confrontation. Mais au fond, qu'est-ce que l'être humain peut faire de plus que compromettre? Et la différence, elle est essentielle. Évacuer la dimension morale des débats. Regardez, prenez des grands débats de société, comme le mariage pour tous, ou il y a quelques années, la question de l'avortement. On peut être pour, on peut être contre. Je n'ai pas du tout l'intention d'ouvrir le débat ici, ce n'est pas le sujet. Mais qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, sur ces deux sujets que j'ai pris à titre d'exemple, il y a une chose que... Alors vous pouvez, quelle que soit votre position personnelle et intime, vous pouvez âprement la défendre et tout aussi âprement contester l'approche opposée. Mais ce que vous ne pouvez pas lui dénier, lui renier, au point de vue adverse, c'est que c'est son approche morale. C'est que si vous êtes morale contre morale, il n'y a pas de compromis possible. Et c'est vrai dans une société, c'est vrai dans nos débats politiques internes, et c'est vrai en matière internationale. Donc, quand j'étais ambassadeur pour les droits de l'homme, et que j'allais, certes, écouter au nom de la France, mais parfois aussi porter un discours avec l'espoir qu'il soit entendu, je commençais par insister sur le fait que nous n'étions pas le pays des droits de l'homme, que je n'étais pas le prophète d'une religion qui s'appellerait les droits de l'homme, et que j'allais m'appuyer non pas sur une morale contre une autre, parce que c'est le clash des civilisations, des morales et des systèmes de pensée, mais précisément sur des textes qui existent ou qui n'existent pas, des traités qui ont été ratifiés ou qui ne l'ont pas été, et qui sont évidemment beaucoup moins glorieux que peut l'être la morale, qui, comme la philosophe Jeanne Hersch disait, c'est un absolu et insoluble. Et c'est insoluble, c'est insoluble parce que c'est un absolu. Non, on est sur le terrain du compromis, c'est-à-dire finalement de choses qui ne sont pas toujours très glorieuses. Je te vote cet amendement, mais tu penseras... mais tu déplaces... Je déplace cette virgule, mais tu me renverras l'ascenseur demain. Et compromis arrachés parfois dans on est dans de l'eau tiède. Politiques aux heures avancées de la nuit. Bon, c'est comme ça que le droit avance, c'est comme ça que la civilisation avance. Et c'est aussi souvent à cela que nous sommes inaptes, parce que précisément nous avons cette tendance à mettre beaucoup de morale dans ces débats, et y compris dans l'entreprise. C'est pourquoi moi je pense que quand on parle de RSE, quand on parle de droits de l'homme des affaires, il faut évacuer la dimension morale et parler du risque, parler du droit,
et les risques nouveaux qui sont en général mal identifiés et mal cartographiés. Voilà, quelques réflexions comme ça, peut-être un peu décousues, que m'inspirait ce thème. J'aime bien l'idée de... Autant la dictature du compromis me laisse un tout petit peu perplexe dans sa formulation, mais j'aime bien l'idée de la gouvernance humaine. J'aime bien cette idée parce qu'au fond, on était revenu sur l'évolution du droit et l'évolution de nos pratiques, l'évolution de nos pratiques dans l'entreprise, ce qui nous vient des États-Unis. Une chose qui me frappe et qui m'inquiète dans cette inaptitude au compromis, c'est une forme d'hubris, c'est-à-dire de tout sentiment de toute puissance, qui s'exprime d'abord par cancel culture, cela a été dit, c'est-à-dire l'abolition de la culture. La cancel culture, c'est la culture, c'est le cancel de la culture, hein, pour dire les choses autrement. Le déboulonnage des statuts où on refait l'histoire, comme on retouche son profil, sa photo sur Instagram, et c'est vrai à titre individuel, comme on réinvente son passé, on n'est plus d'accord, on change les choses, et on réécrit, on retouche, comme c'est vrai à titre collectif. Et donc c'était une manifestation d'hubris, et elle se manifeste aussi par, dans beaucoup d'affaires, je trouve, l'intensité de la persécution. La persécution au sens presque anglo-saxon, la prosecution, c'est-à-dire la volonté de poursuivre un certain nombre de personnes acharnement, en ignorant. C'est plus que l'acharnement, c'est l'idée de la damnation éternelle. C'est-à-dire c'est l'abolition du temps. Regardez la lutte contre la prescription. Il y a une mesure qui est passée complètement inaperçue à la fin du septennat de François Hollande et qui, moi, m'a beaucoup choqué. C'est le doublement de tous les délais de prescription. Alors, dans certains cas, ça pouvait s'expliquer. Les violences sexuelles sur mineurs, etc. Bon, d'accord, c'est une exception. C'est une infraction parmi d'autres. Mais ce n'est pas la seule. Tous les délais de prescription, sauf, courageusement, les délits de presse, qui restent à 3 mois, ont été doublés. Or, soit on n'y touchait pas, parce que ça fait partie de ce qui nous constitue. On le tient du Code civil. Ça faisait 2 siècles, quand même, qu'on avait ces délais, qu'on vivait avec ces... Et la fonction du droit n'est pas seulement de s'adapter à l'évolution de la société, mais c'est aussi parfois de résister aux évolutions de la société. La fonction première du droit. Et c'est en cela que le droit est une institution qui nous constitue. Donc soit on n'y touchait pas, ce qui aurait été le plus sage, le courage, de la modestie, de ne pas toucher, ou alors, comme le disait Montesquieu, d'une main tremblante. Soit on prenait acte du fait que la société s'était accélérée et que 10 ans aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en termes de changement dans les modes de vie, on vient de le voir avec le Covid, et puis tout ce que vous avez évoqué depuis ce matin, c'est 50 ans hier. Donc, du coup, on dit, dans un monde qui s'accélère, on va diminuer les délais de prescription. Voilà, au lieu que ce soit 3 ans pour un vol, si au bout d'1 an et demi, vous n'avez pas porté plainte, ou de 2 ans, vous n'avez pas porté plainte, on passe à autre chose. Et ça aurait été courageux, ça aurait été adapté, ça faisait sens. Mais non, alors même que la société s'accélère, alors même que la société devient amnésique, alors même qu'elle est sans culture, eh bien, on s'accroche à la possibilité de poursuivre. Non seulement on est devenu une société du grief, mais on est fasciné par l'idée de la damnation éternelle, comme si nous étions éternels, comme si nous étions dans ce registre moral que je déteste, et non pas dans le registre humain du compromis, de la réalité, dans toute son imperfection et dans toute son humanité, une gouvernance humaine. On s'accroche à cela. Et ça, c'est une tendance lourde
qu'à mon avis, il faut savoir combattre. Comment on fait justement pour lutter contre cette radicalité? Moi, je suis passionné de l'Ancien Régime, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer Marie-Antoinette sur la sellette, hein, cette espèce de tabouret inconfortable où on va braquer les projecteurs, la montrer du doigt, versus l'indemnité sonnante et trébuchante. Alors d'abord, merci de parler de Marie-Antoinette, et pour plusieurs raisons. La première, merci de me donner l'occasion d'éviter, de dissiper un malentendu. Je suis républicain, bien que je suis républicain qui a vécu 5 ans dans une monarchie et beaucoup observé la différence entre une monarchie moderne et puis la France. Et je me dis, la première différence que je vois entre une monarchie comme le Danemark et une république comme la France, c'est que dans une monarchie comme le Danemark, personne ne se prend pour le roi. Alors qu'en France, que vous soyez... Ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, on a 50 millions d'experts en médecine. En France, que vous soyez adjoint au maire ou chef de rayon chez Auchan, vous êtes toujours le Louis XIV de quelqu'un et vous avez un Louis XIV au-dessus de vous. Donc nous sommes une république très monarchique et le Danemark est une monarchie très républicaine. Donc je reste républicain, certes, en ce sens-là. Mais ce que je disais sur l'enseignement de la Révolution, c'est non pas qu'il faut ne pas enseigner la Révolution et ce qu'elle a apporté de positif, bien entendu, mais il aurait fallu aussi peut-être beaucoup mieux insister sur le caractère, sur ce que nous avons perdu, sur le caractère, alors je n'aime pas les néologismes, mais extraordinairement stalinien de ce procès. Et je m'enorgueillis d'être avocat au barreau de Paris et de savoir que dans le bureau du bâtonnier de Paris, au coin, dans le palais de justice, dans le vieux palais de justice, au bord de Seine, au bord de Seine, dans son bureau d'angle, il y a une petite vitrine, et dans cette vitrine, il y a l'éventail que Marie-Antoinette a jeté à son défenseur en montant sur l'échafaud. Donc, oui, cette radicalité, elle s'est exprimée là, et à ce moment-là, bon, ça c'était le fruit de l'histoire à un moment donné. Elle peut s'expliquer, je ne suis pas historien, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais ce que je constate, c'est qu'elle a été entretenue, glorifiée, et que la face sombre de la Révolution n'a pas été enseignée, et que ces leçons-là n'ont pas été tirées, plutôt, disons-le comme ça. Et les références dans notre vie politique aujourd'hui à la Révolution, qui quand même est une... Alors là, pour les tenants de la cancel culture, je trouve que, franchement, parce que souvent les mêmes, là, ils reviennent beaucoup à c'est un aspect qu'ils ne sont pas prêts de canceller, parce qu'ils y reviennent tout le temps. C'est une statue qu'ils ne sont pas prêts de déboulonner, mais les références sont constantes. L'arrivée du terme citoyen dans l'espace politique français, moi je la date du bicentenaire de la Révolution française, mais avant ce mot était un mot désuet. C'était un mot désuet. Mais maintenant, vous avez un parti, vous avez eu un mouvement de citoyens, le mot citoyen, citoyenneté, les bonnets rouges, les gilets jaunes. Enfin, on sent qu'on on rejoue en permanence. Et chaque discussion en France, qu'il s'agisse en politique ou dans l'entreprise, est une Bastille à prendre. C'est ça notre handicap. Eh bien, nous devons avoir une approche peut-être plus modeste, plus humaine. Et je me dis souvent que le métier d'avocat, c'est tout simplement pas autre chose que d'aider les gens à vivre leur vie. C'est notre mission et je n'en connais pas de plus haute. Merci. Merci à vous, Françoise Imret. Merci infiniment, passionnant. Alors, qui veut réagir qui a envie de poser une question? Yves, on va te tendre le micro. Merci à Denis Adjedj, Agency Expert, puisque vous êtes un expert de Agency, Françoise Imret. Est-ce que je peux me permettre de vous interroger sur le compromis? Parce que là, ça m'a donné un peu d'urticaire ce que vous avez dit. Pardon, mais vous avez sans doute raison. Hein, donc, j'aime pas le mot. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça consiste à ce que chacun renonce à une partie de lui-même pour faire un pas vers l'autre et trouver une cote plus ou moins bien taillée. Je me bats pour dire supprimons compromis, remplaçons ça par complémentarité. Et s'il y a quelque chose qui est très important dans la société comme dans l'entreprise, c'est de transformer les différences en complémentarité. Et c'est certainement pas un compromis. Je prends l'image que je prends toujours de l'orchestre symphonique. Si vous dites, bon, il y a le violon et puis il y a la grosse caisse. La grosse caisse, on va trouver un compromis, tu joues un peu moins fort, le violon, tu intégrages un peu... Non. Il y a l'art de la partition qui a rendu ces deux instruments opposés parfaitement complémentaires. Parce que sinon, si on veut coûte que coûte trouver un compromis, alors là, le mot dictature convient très bien. C'est une dictature, il faut qu'on y arrive. Donc ça me gêne un tout petit peu.
On va demander à Françoise Imray de réagir. Merci, Merci, Yves. je complète parce que je veux quand même vous ouvrir la porte. Et ce qui manque d'ailleurs, je pense, là-dedans, c'est la notion de rêve commun. Si on a un rêve commun, je repense toujours au cri d'Aragon, on frappe à la porte, qui est là? Le rêve. Oh, en fait, c'est entre l'infini. Si on a un rêve commun, là, il est peut-être possible qu'on trouve une possibilité de dire plus l'autre est différent, plus je peux m'enrichir de lui. Intéressant l'histoire de Et rêve, vrai, comme la également, vision, je comme prends, le sens. Je peux tirer toute la journée après, c'est promis. Et c'est vrai également Pas du tout. au niveau macro-social, dans la cité. Je suis très heureux de me rendre compte qu'on ouvre la France au rituel, par exemple, du Ramadan. Mais fou furieux de voir qu'on renonce à la crèche dans les mairies. Alors, le débat Noël. est ouvert. Yves, merci. On va laisser tout. réagir Bon, Françoise c'est Imray. pas que je parle. Et vous aurez l'occasion, puisqu'on va partir en pause, d'échanger, évidemment, et d'enrichir le débat. En fait, je suis Françoise assez Imray. d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que le rêve commun, d'ailleurs, c'est évidemment ce qui permet le compromis. Alors, pour l'appeler de façon plus terre à terre, et d'ailleurs, il y a une loi nouvelle qui nous y invite et qui n'est pas simplement anecdotique, que je trouve assez intéressante, c'est la notion de raison d'être d'une entreprise. Ça peut être, à l'échelle d'une entreprise, cette réflexion sur notre raison d'être, ça peut être un élément de la création de ce que vous appelez le rêve commun, et qui aide ensuite à trouver le compromis. Mais là où je vous rejoins également, c'est que il y a des maladies du compromis, ou des compromis qui sont des compromis dégradés et dégradants. C'est ceux qui consistent à... Et on le voit bien d'ailleurs dans nos institutions, notamment locales. J'ai été pendant quelques années élu local, et j'étais frappé de voir que chaque fois qu'on faisait, alors bon, comme on n'a jamais réformé le millefeuille institutionnel français, vous savez, les communes, on rajoutait les choses, les communes, départements, régions, intercommunalités, au lieu de simplifier, on rajoutait les choses. Vous aviez à chaque inauguration d'un projet, au terme de longues délibérations, vous aviez... regardez d'ailleurs, si un jour vous recevez dans la municipalité où vous êtes des informations sur un projet, vous allez voir le nombre de logos. Et tout le monde va se glorifier dans les discours, je vous parie, des partenariats. Tout le monde va dire, nous avons travaillé en partenariat de ça. En co-construction, comme on dit. Oui, mais ça. moi je sais ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire d'abord en énergie concertative qui a absorbé l'imagination. Chronophage en plus. En renoncement aux belles idées, en renoncement à l'audace, en plus petit commun dénominatorisation des projets, en lenteur, en embourbement de l'action publique. On pense au principe de précaution, par exemple. Et finalement en frustration des habitants qui ne voient pas les projets arriver. Et pendant que les élus se glorifient des partenariats entre eux. Non, ça c'est une inaptitude. Ça fait partie c'est pathétiquement la preuve que nous ne savons pas faire avec. Le vrai compromis, en fait, ce que j'ai vu au Danemark, c'est une capacité d'écoute très forte. Le stagiaire, il arrive, il peut dire son point de vue, ce qui est tout à fait impossible chez nous, et il est regardé sans condescendance ni rien, il est juste pris en considération, et le responsable tranche. Et il tranche. Nous... Atermoiement, tergiversation. Oui. Nous, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, on a le sentiment que si on n'est pas suivi, eh bien, on retombe sur la question de l'écoute et on revient sur la question initiale que j'évoquais de la bienveillance, de l'empathie, de la confiance dans la société. Ah, un petit mot. J'ai une minute pour vous parler de la confiance. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça a évidemment tout à voir aussi quand même. Et ça résonne aux oreilles de Philippe Gabillier. Parce que c'est une des choses que vraiment j'ai à cœur de partager dans ce que j'ai vu au Danemark. Je n'étais pas venu parler du Danemark, à vrai dire, je ne sais pas ce que... Mais Clara, elle est peut-être arrivée, elle ne va pas tarder. Mais une société de confiance. Et j'ai réalisé à quel point nous étions, nous, par contraste, une société de défiance, et de défiance organisée, où l'administration se vivait, parfois animée des meilleures intentions, avec les meilleurs agents et en toute bonne foi, comme ayant comme vocation
fondamental le contrôle du corps social et de la société. Et je dis ça de la sanction. Sans caricature, parce que c'est souvent fait avec des agents remarquables, et ayant été à la fois des années dans le privé, dans un cabinet d'avocat d'affaires, puis ensuite, et dans l'administration, j'ai bien vu effectivement la qualité des personnels. Donc, mais fondamentalement, l'administration se vit comme ayant comme mission première de contrôler la société. Au Danemark, la confiance, c'est quoi? 3 exemples, vite fait. Des poussettes sur les trottoirs, les parents sont dans les magasins ou dans les cafés, été comme hiver, et les enfants dehors, seuls, sans surveillance, les passants qui passent dans la rue. Vous dites, mais enfin, vous n'avez pas peur de laisser les enfants comme ça dans la rue? Il y a des gens qui passent dans la rue. Ben, justement, je n'ai pas peur, puisqu'il y a des gens qui passent. Collectif. Et si le bébé pleurait, quelqu'un viendrait lui remettrait sa couette. Bon, ça, premier exemple. Deuxième exemple, un Français de Copenhague me racontait qu'il était allé en mairie, comme ça pourrait arriver chez nous, faire des actes d'état civil ou d'urbanisme, je ne sais plus. Il demande le papier, l'agent municipal, le préposé, lui remet le document en danois. Il dit « Ah, vous pouvez pas me le faire en français ou... Ah non, je suis désolé, nous on sait le faire qu'en danois ou en anglais. Ah. » Bon, dit l'agent municipal, voyant l'embarras de notre compatriote, je vois que ça vous embête, on va faire autrement. Je ne connais pas le français, mais je vous fais confiance. Vous l'écrivez, je vous mets le coup de tampon. Je précise que les Danois ne sont ni bêtes ni stupides, enfin ni bêtes ni naïfs. Ils savent que cette confiance ne sera pas trahie. Troisième exemple. Il y a là-bas, à Copenhague, des bibliothèques comme chez nous, municipales comme chez nous, avec des membres comme chez nous, et des cartes de membres comme partout, et des horaires comme chez nous. Sauf que désormais, si vous êtes membre de la bibliothèque, vous avez la carte, ben vous pouvez venir en dehors des heures d'ouverture, vous servir, vous installer, lire, simplement vous veillez à faire éteindre la lumière en sortant. Alors on va dire, oui, c'est une autre mentalité. Oui, bien sûr, c'est une autre mentalité. Oui, ça s'enracine à l'école, d'accord. Mais enfin, nous, on est quand même un drôle de pays où cet hyper-contrôle et cette relation tordue avec l'État et l'administration, faite de défiance mutuelle, fait qu'on va faire des appels de phare pour vous signaler que des gendarmes risqueraient de vouloir vous sauver la vie. Donc ça fait partie. Dans la Tunisie de Ben Ali, je terminerai là-dessus, parce que c'était une des missions que j'avais faites comme ambassadeur pour les droits de l'homme, juste après la chute de Ben Ali, on ne voyait plus un uniforme. Évidemment, les policiers ne voulaient pas être identifiés à l'Ancien Régime, et donc pendant 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus un uniforme dans les rues de Tunis et de Tunisie. Il n'y a jamais eu aussi peu d'incivilités et d'accidents de circulation que lorsqu'il n'y avait plus ce regard extérieur et attention. Donc, je ne dis pas que du jour au lendemain, on peut se proclamer danois, mais ça nous incite vraiment à nous repenser et à prendre la mesure de l'obsession normative française et de l'obsession du contrôle de l'administration sur le corps social, qui est pour nous un grand handicap. Merci pour ce voyage passionnant. Françoise Imray, merci infiniment d'avoir été avec nous.